Bonjour à tous, bonjour et bienvenue et merci d'être venus si nombreux à ce second colloque de l'ENL organisé par Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Lors des élections européennes de 2014, le Front National est devenu le premier parti de France avec près de 25% des voix et 24 députés européens élus. Quelques mois plus tard, était formé un groupe avec nos alliés pour défendre partout en Europe les idées nationales et patriotes pour faire entendre votre voix. C'est donc 7 autres partis politiques qui partagent la même vision que nous, une vision qui redéfinit un juste équilibre entre la coopération des nations et les souverainetés de nos États, une idée qui allie l'organisation nécessaire de notre continent avec les peuples qui le composent. Parmi nos alliés que vous avez pu voir en vidéo, il y a des députés flamands, des députés allemands, britanniques, avec notamment Janice Atkinson, qui s'est très fortement impliquée dans la campagne victorieuse du Brexit, les Italiens de la Lega, de Matteo Salvini, qui, pour la petite histoire, en 2014 était à 6% et est aujourd'hui à la tête d'une coalition qui est arrivée en tête des élections législatives il y a quelques semaines et négocie en ce moment même pour former le futur gouvernement italien. Il y a également des Polonais, des Néerlandais, sans oublier les Autrichiens du FPO qui, avec un score de 26% aux élections législatives de l'année dernière, sont aujourd'hui au gouvernement et occupent des responsabilités prestigieuses comme le ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé. Ces succès électoraux montrent qu'il se passe quelque chose en Europe. Et je m'amuserai à dire que le réveil des peuples européens est en marche. Avant de démarrer les interventions des députés qui sont ici présents et que je tiens à remercier, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Avant donc qu'ils s'expriment, 2 des assistants parlementaires de Steve Briouat vont prendre brièvement la parole. Il y a Alexis Joly qui s'exprimera sur les origines de l'Europe. Et pour commencer, c'est Christophe Henbel qui va venir nous parler de ce que coûte véritablement l'Union européenne. Il est à l'origine du fascicule qu'on vous a distribué à l'entrée, intitulé « Il décide, il dépense, nous payons le vrai coût de l'Union européenne ». Merci d'accueillir Christophe Henbel. Mesdames, Messieurs, 12 mois nous séparent des prochaines élections européennes, scrutin qui sera décisif pour l'avenir de notre vieux continent. Décisif car 2 options s'offrent aux Français et aux Européens. Soit ils décident de poursuivre cette fédéralisation de l'Europe à marche forcée, avec comme conséquence la perte définitive de notre souveraineté nationale, l'abandon de notre modèle social et l'effacement progressif de notre identité. Soit ils décident de rompre radicalement avec cette politique afin de protéger leur liberté. Car la démocratie ne se résume pas à glisser un bulletin dans une urne, mais se définit comme la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Or, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, le camp des nationaux a une réelle chance de l'emporter. C'est pourquoi il nous incombe une lourde responsabilité, celle de porter et de défendre un projet européen crédible, pragmatique, face à cette Union européenne incapable de respecter nos spécificités nationales. Dans le cadre de cette quête de crédibilité sur les questions européennes, la délégation française du groupe ENL publie depuis le début de l'année des cahiers afin d'être plus audible sur nos propositions alternatives. Qu'il s'agisse des accords de libre-échange, de l'intégration de la Turquie, de l'espace Schengen, de la politique agricole commune ou de la directive sur le travail détaché, ces cahiers se veulent exhaustifs, pédagogues et sources de propositions. Celui de Steve Briouat porte sur le vrai coût de l'Union européenne. Car n'en déplaise à nos adversaires politiques, l'Union européenne a un coût financier, administratif et réglementaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 9,8 milliards d'euros, c'est le déficit net de la contribution française en 2016. C'est-à-dire la différence entre ce que nous versons à l'UE et ce qu'elle nous rend par le biais de sa politique agricole commune et par le biais de sa politique de cohésion. La contribution nette de la France a été multipliée par 12 depuis l'an 2000. Au total, la France a perdu 80 milliards d'euros depuis le début du siècle. C'est l'équivalent de notre déficit public en 2016. Alors à toute la classe politico-médiatique, admettez-le une bonne fois pour toutes, l'Union européenne est une source de fiscalité supplémentaire alors que les ménages et les entreprises françaises
souffre d'un des systèmes fiscaux les plus lourds au monde. Et vous allez me dire, où sont partis ces 10 milliards d'euros? C'est très simple, ils sont partis financer la généreuse politique de cohésion dans les pays de l'Est. Lorsque la France verse 100 euros à l'UE, elle en reçoit 57 en retour. Les 43 autres partent subventionner les États bénéficiaires nets. Nos entreprises et nos agriculteurs peuvent toujours attendre. Alors on nous répondra qu'il est de notre devoir de nous montrer solidaires avec les autres États membres. Nous leur disons faux. Si le Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui aide les régions touchées par des catastrophes naturelles, incarne réellement la fraternité européenne, ne faisons pas l'erreur de voir ces transferts budgétaires colossaux comme de la solidarité. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, une évidence bien nécessaire de rappeler puisqu'il est préférable de disposer de son propre budget plutôt que de passer par une structure supranationale qui conditionnera le versement. La France, comme une personne sous tutelle, quémande à l'Union européenne l'argent qu'elle lui a pourtant donné. L'UE nous le redonne, mais sous certaines conditions. C'est un peu comme avec les 10 commandements. Petit 1, les migrants clandestins, tu accueilleras. Une des pistes avancées par la Commission européenne étant de suspendre les fonds européens aux États membres qui ne souhaitent pas accueillir de migrants en provenance d'Italie ou de Grèce. Petit 2, le déficit public, tu réduiras. Encore une fois, l'attribution des fonds européens est conditionnée au respect de critères budgétaires comme le maintien du déficit public en dessous de 3% du PIB. L'Espagne et le Portugal l'ont récemment appris à leurs dépens. Et enfin, petit 3, la propagande européiste, tu véhiculeras. Face à sa propre impopularité, l'Union européenne demande aux États et aux collectivités locales de faire la promotion de son financement, en oubliant de préciser que son budget est uniquement abondé grâce aux contributions nationales. Par conséquent, il est grand temps de dire aux technocrates bruxellois que la France n'est plus leur vache à lait. 26 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'Union pour réduire d'autant la participation financière des États, c'est ce que nous proposons dans ce livret, et en voici une liste non exhaustive. Réserver par exemple l'intégralité des fonds de la PAC et de la politique de cohésion aux États membres de l'UE, 8 milliards d'euros d'économies. Supprimer la rubrique citoyenneté, sécurité et immigration, qui relève de la compétence exclusive des gouvernements nationaux, 3 milliards d'euros d'économies. Mettre un terme à l'élargissement de l'Union européenne, 2 milliards d'euros d'économies, ou encore stopper l'aide à la Turquie pour son chantage sur les migrants, 1,5 milliard d'euros d'économies. Grâce à ces bonnes économies, la France verrait sa contribution se réduire de 5 milliards d'euros, mais surtout nos agriculteurs et nos PME continueraient de toucher le même montant d'aide. Notre projet sur le budget européen se résume ainsi: donner moins pour plus et mieux recevoir. Merci à vous. Mesdames, Messieurs les députés européens, Mesdames, Messieurs, chers amis, la question européenne est au cœur des préoccupations de notre mouvement. Et nul ne peut faire l'économie de cette question cruciale pour notre avenir. Mais il faut s'interroger d'abord sur ce qu'est l'Europe. N'est-elle vraiment que ce grand marché commun et cet espace ouvert à la terre entière, cette arme de destruction massive de notre identité et de nos valeurs? Vous le savez bien, ça c'est l'Union européenne. L'Europe, c'est tout autre chose. L'Europe, ce n'est pas la création institutionnelle, ce n'est pas une idéologie que l'on peut imposer à nos peuples. Non, l'Europe, c'est notre héritage commun. L'Europe, c'est une civilisation prodigieuse née de cette rencontre de la pensée grecque et du christianisme. La raison grecque, tout d'abord, exportée dans tout le bassin méditerranéen par les conquêtes d'Alexandre le Grand et des Romains, a posé le premier jalon de cette civilisation européenne qui deviendra le cœur du monde. Cet empire romain va poser les fondements de ce concept d'intégration aujourd'hui tant dévoyé. Nos droits de l'homme ne sont rien d'autre qu'une conception dérivée de cet universalisme stoïcien dont les empereurs sont les plus grands défenseurs, les plus ardents. Le pouvoir romain demeurera pendant des millénaires le grand modèle politique à suivre. Des empereurs germaniques à Napoléon, et inspire encore aujourd'hui bon nombre de nos gouvernants actuels, notamment le pouvoir russe de Vladimir Poutine. Le droit romain encadre encore la quasi-totalité de nos activités quotidiennes, puisque par exemple, le Code civil n'est autre qu'un code de droit romain réactualisé.
Mais tout ceci serait resté incomplet si l'élément chrétien n'était pas venu lui apporter une dimension supplémentaire. La mystique chrétienne, venue se greffer à l'esprit romain, l'a complètement transformé. Cette rencontre a donné la chrétienté. Et qu'est-ce que la chrétienté, sinon la première Europe des nations ? La chrétienté, c'est cet ensemble des pays européens conscients de leur héritage commun, capables de coopérer en toute indépendance et de s'unir contre un ennemi commun. Là, voilà notre Europe. Elle trouve ses racines dans ce passé riche et glorieux, et nous voulons nous appuyer sur elle pour construire l'Europe de demain. Notre Europe n'est pas une construction faite par des technocrates mondialistes rêvant de remplacer les peuples européens et leur histoire par un peuple nouveau qu'ils vont pouvoir manipuler à leur guise, conformément à la volonté des lobbies et du marché. Car il est là le problème fondamental de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Europe du marché, c'est une Europe de l'avoir. Notre Europe, c'est une Europe de l'identité, c'est une Europe de l'être. Cette nouvelle Europe que nous voulons construire ensemble, avec tous les peuples européens, s'appuiera sur ce que nous sommes, sur notre patrimoine commun. Nous ne voulons pas de cette Europe ouverte sans condition à tous les peuples du monde pour qu'ils viennent s'installer ici au détriment de ce que nous sommes. Alors, on nous accuse de refuser la diversité, mais la diversité, mes amis, nous l'avons déjà. Quelle civilisation est plus diverse que la civilisation européenne ? La rousseur celtique, les cheveux blonds des pays nordiques, la peau mate des pays méditerranéens et la blancheur des Slaves. La diversité, nous l'avons bien plus que n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de ces donneurs de leçons qui voudraient nous obliger à intégrer des flots d'une diversité agressive sans rapport avec la nôtre. L'Union européenne est aujourd'hui faite pour tous, sauf pour les peuples européens. Notre Europe sera faite d'abord et avant tout pour nous. Ce sera le cœur et la ligne directive de notre projet pour que la France soit forte et indépendante dans une Europe nouvelle, enracinée, portant ses valeurs comme un étendard et qui soit fière de ce qu'elle est. Je vous remercie. Pas tout de suite, Dominique. Vous êtes tellement pressé. Quelques minutes. Bon, déjà, tout d'abord, je pense qu'on peut féliciter Alexis et Christophe. Tout à fait. Voilà. Alors, dans à peu près un an, jour pour jour, auront lieu déjà les prochaines élections européennes. Et oui, ça passe vite. Nos députés ici présents vont vous faire un rapide bilan de leur action au Parlement européen. Alors la question qu'on se pose, c'est ont-ils bien travaillé ? Vous avez bien travaillé, Dominique ? Je ne peux pas répondre. On va voir ça tout de suite. Une petite vidéo d'une de vos interventions. Et après, ça sera à vous. Merci, Monsieur le Président. À l'occasion des 30 ans du programme Erasmus, mes collègues de la Commission Culture ont souhaité interpeller la Commission sur l'avenir de ce programme. Cette question a notamment été motivée par l'annonce de la Commission que ce programme emblématique servira également à financer de nouvelles initiatives, comme le Corps européen de solidarité, dont la pertinence reste encore à prouver. Si je partage quelques inquiétudes de mes collègues, notamment sur le fait de menacer l'efficacité d'Erasmus en lui faisant couvrir toujours plus d'objectifs politiques, je souhaiterais cependant élargir le champ d'interrogation. En effet, comme l'a rappelé le journal Le Monde dans un article du 29 août dernier, en réalité, malgré son succès relatif, Erasmus bénéficie toujours majoritairement aux jeunes socialement favorisés. Si cette fracture sociale est désormais connue, je m'inquiète par ailleurs de la tendance de la Commission à voir dans la mobilité la solution unique au programme de chômage. Cette vision me semble erronée. La mobilité pour la mobilité ne conduit à rien. Toujours selon l'article du Monde, seule la mobilité tournée vers des institutions prestigieuses, par exemple, bénéficiera aux jeunes lors de leur insertion dans le monde professionnel. La mobilité comme fin en soi ne conduit in fine qu'à la fuite des cerveaux et au déracinement, lequel est la source des angoisses identitaires.
Il me semble donc que la réflexion sur le futur d'Erasmus+ devrait se concentrer autour de ces deux questions, le développement des opportunités pour les étudiants méritants les moins privilégiés, particulièrement ceux des zones rurales et périphériques, et enfin une nécessaire réflexion sur la question de la fuite des cerveaux et l'enjeu de continuer à rendre nos territoires attractifs pour les jeunes Européens afin que la mobilité ne devienne pas le bourreau de la ruralité. Je vous remercie. Dominique Bild, elle siège au sein de la commission culture et éducation. Elle s'engage aussi dans l'intergroupe pour la protection animale et le groupe d'amitié Union européenne-Madagascar. C'est dire si elle est active au sein de la délégation. Merci d'accueillir chaleureusement Dominique Bild. Merci, merci à tous et à toutes d'être venus. Vous venez de voir une petite vidéo où en fait on est très pressé puisqu'on a un temps limité pour parler et si on dépasse le temps limité, on nous coupe le micro. Donc c'est vrai qu'à la fin, quand on voit qu'il reste 3 ou 4 paragraphes et qu'on n'a plus qu'une demi-minute, on a tendance à faire un petit peu vite. En fait, pour parler de l'Europe, l'Europe est une merveilleuse institution qui permet de régler des problèmes qui n'existeraient pas sans elle. C'est-à-dire qu'on part d'un produit qui pourrait être très intéressant, qui pourrait amener beaucoup de choses au pays, mais on le transforme parce qu'il y a des histoires d'argent, parce qu'il faut aller plus vite et il faut surtout plaire à certaines personnes. Mais ça, je ne vous apprends rien, vous savez à peu près comment ça se passe. En commission culture, il y a naturellement beaucoup de sujets. Mais il y a un sujet qui nous touche particulièrement, qui je pense touche tout le monde, c'est l'éducation. Car l'éducation, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Actuellement, il y a un sujet qui s'appelle la modernisation de l'éducation. Les tests PISA, 2012 et 2015, ont confirmé la chute vertigineuse des systèmes éducatifs européens, en chute libre notamment face au sud-est asiatique, Taïwan et Singapour en tête. Même la Finlande, autrefois vantée comme l'incarnation de la modernité en matière éducative, avec les méthodes interactives, tout ça, a pris du plomb dans l'aile en perdant 10 points en mathématiques, 11 points en sciences, c'est dire. Par parenthèse, un expert finnois qui s'appelle Pasi Sahlberg, qui je vous rassure n'est pas du Front National, avouait à demi-mot dans un interview qu'une des raisons principales serait l'accueil des migrants qui sont pourtant, paraît-il, une chance pour la Finlande. Enfin, une chance aussi pour la France, c'est ce qu'on veut nous dire en permanence. Et naturellement, ce déclin est flagrant dans l'apprentissage des fondamentaux comme la lecture et le calcul. Entre les éditions 2012 et 2015 de ce fameux test PISA, le pourcentage d'élèves en difficulté en mathématiques et en sciences a augmenté, alors même que l'Europe s'était fixé pour 2020 un projet ambitieux, réduire justement ces problèmes. Objectif qu'elle est donc en passe de manquer puisque nous sommes en 2018 et que la situation ne cesse de se dégrader. Mais on ne change pas une équipe qui perd, ce serait bien dommage. Bien sûr, il y a la question financière. Avec l'austérité imposée par Bruxelles, certains systèmes d'éducation publique se sont retrouvés à genoux. C'est le cas en Italie ou en Grèce, avec les financements en baisse, 25% dans certains cas en Italie. Ça n'empêche pas l'Union européenne d'imposer des classes spéciales pour les migrants. Pendant que les petits Grecs s'entassent dans des groupes surpeuplés, comme en France d'ailleurs, vous connaissez les classes où il y a trop d'élèves et où on ne peut pas prendre de cas particuliers, puisque selon Alternative économique, nous sommes parmi les bons derniers en la matière. Mais l'argent n'est pas tout. Certains des systèmes les plus performants du monde consacrent d'ailleurs une part moindre de leur richesse nationale à l'éducation que nous. Nous avons un problème plus fondamental dans lequel l'Europe, par sa culture 68 arts d'attardé et son nivellement par le bas, et beaucoup surtout depuis qu'elle prétend s'ingérer dans nos politiques éducatives. Le manque d'autorité dans les classes, tout le monde entend parler de ce qui se passe avec les professeurs, le manque de discipline, la culture du moindre effort et le mépris pour les professeurs qui doit désormais s'incliner devant les desiderata de certains parents et les intimidations des caïds de banlieue. Je vous laisse imaginer à quel point l'accueil des migrants va améliorer la situation. Puisque la France était déjà la lanterne rouge d'Europe en matière de manque de discipline dans les classes en 2012 et 2015,
Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas vraiment une surprise. Et dans ce contexte, décidément explosif, l'Europe ne touche pas le fond et le creuse. Car si se tromper est une chose, persévérer est décidément diabolique. C'est ainsi qu'a été mis au vote en commission culture un texte délirant qui démolit tout azimut les méthodes traditionnelles, notamment l'apprentissage par cœur. Vous avez tous connu les tables de multiplication pour le calcul mental, ou pourquoi lire ou faire des recherches dans des livres anciens alors qu'on peut cliquer simplement sur Internet et faire ses recherches en moins de 2 minutes. Il souhaiterait d'ailleurs que dans toutes les écoles et tous les établissements, chaque élève puisse avoir son propre matériel pour pouvoir travailler en direct sans même chercher. C'est tellement plus simple d'ailleurs qu'on comprend. Ensuite, il y a le respect de la hiérarchie entre professeurs et élèves, source de tous les maux. Tout ceci ne serait que des mots si ces préconisations n'étaient sous-entendues par l'objectif avoué d'instaurer un espace européen d'enseignement. L'idée n'est pas nouvelle, puisqu'il s'agirait d'une simple extension qui prévaut depuis 1999, avec le processus de Bologne qui a inauguré l'espace européen d'enseignement supérieur, dont sont aujourd'hui membres 48 États. Un système merveilleux qui établit une équivalence entre les diplômes européens, ce qui permet par exemple à un Français d'échapper au numerus clausus de première année de médecine en faisant ses études dans un endroit aussi improbable que la Roumanie ou un autre pays. Un système qui établit une équivalence formelle entre des diplômes de nos grandes écoles les plus prestigieuses et des diplômes obtenus dans des établissements inconnus au bataillon, quelque part en Roumanie, en Bulgarie ou pourquoi pas demain en Albanie et au Kosovo. Alors, on sait que dans certains pays de l'Est notamment, des diplômes sont parfois tout simplement achetés. En juillet dernier, on a ainsi démantelé en Roumanie un trafic de vente de diplômes de médecine à des étudiants étrangers. Ces mêmes étudiants qui reviendront ensuite chez nous avec 0 compétence. Dans ces conditions, on peut craindre le pire s'agissant d'une harmonisation éventuelle des systèmes d'enseignement primaire et secondaire. C'est d'autant plus vrai que l'Europe se propose d'ores et déjà d'y inclure un volet mobilité. Alors mobilité, c'est le mot extraordinaire au Parlement européen. Tout le monde doit être mobile. Qui supposerait évidemment l'inclusion des inévitables migrants et réfugiés, groupes vulnérables selon Bruxelles, et qui, échoués sur nos récifs, échevelés, livides au milieu des tempêtes, devraient faire l'objet de toutes nos attentions. Ce qui m'amène naturellement à parler d'Erasmus. Erasmus, c'est un peu la légende merveilleuse de l'Union européenne, le mythe de l'amitié entre les peuples qui a été illustré, il faut dire, de façon un peu à l'eau de rose par Clapiche dans l'auberge espagnole. Dès qu'on critique l'Union européenne, on vous répond « Ah, mais vous vous trompez, il y a Erasmus ». Personne ne sait qu'en réalité, entre 2 et 5% d'une classe d'âge seulement ont bénéficié de ce programme d'échange. Derrière l'image romantique d'Erasmus, qui explique en grande partie la popularité du programme dans les sondages, alors même que l'Union européenne est de plus en plus contestée, la réalité est beaucoup plus mitigée. Oui, l'expérience a indéniablement pu profiter à certains jeunes, mais lesquels? Souvent des étudiants du supérieur ou des milieux défavorisés. Et encore, pas tous. Le mythe Erasmus a pourtant puissamment contribué à renforcer l'idée que la mobilité serait en soi un objectif, un avenir. Aux yeux des classiques de l'Union européenne, le programme a donc répondu au principal objectif fixé, donner l'impression que la mobilité permet d'en finir avec les frontières, que les jeunes Européens se confondent les uns avec les autres, peu importe qu'ils viennent de pays latins, germaniques ou slaves. Mercredi, c'était la journée européenne. Je lis dans le journal Le Monde, seulement 3% d'une classe d'âge est aujourd'hui concernée par Erasmus+, l'un des programmes européens les plus populaires. Erasmus+, qui a fêté en 2017 ses 30 ans, pour Divor Navracsics, commissaire européen à l'éducation, le budget, augmenté de 14,7 milliards pour 2014-2020 à 30 milliards pour 2020-2027, mais au fait, quel pays va mettre la main au porte-monnaie? On se le demande. L'Albanie, prochain pays supposé à rentrer dans l'Europe?
La Grèce en faillite, l'Espagne? Là, c'est une vraie question, une question à laquelle il faudrait nous répondre rapidement, parce qu'à part la France et l'Allemagne, et je vous rappelle que la France, on est déjà bien mis on est bien mis à contribution à ce sujet. Proposé par l'exécutif européen, ce programme permettra de créer 3 fois plus d'opportunités pour apprendre, se former ou travailler à l'étranger, rapporte l'agence spécialisée AEFP. Bon, il multiplie par 2 le budget, ils comptent toujours faire de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de gérer, mais ils veulent 3 fois plus d'étudiants. Déjà, il faut se poser une question. Les ménagères, je ne sais pas si avec le double de budget, vous pouvez acheter 3 fois plus. Mais eux, apparemment, ils peuvent. Et voilà, d'un seul coup, Erasmus est devenu Erasmus+. Tout naturellement, comme s'il s'agissait du même programme. Mais ce plus élargit considérablement les missions du programme Erasmus, puisqu'il s'étend à la formation et à l'apprentissage, mais surtout le dénature. Pour répondre à cet agenda, il a été demandé aux personnes en marge d'Erasmus+, de financer des projets de mobilité, de formation, des projets de coopération à destination des personnes impliquées dans l'accueil et l'accompagnement des migrants et des jeunes. L'idéologie que sous-tend le programme Erasmus+ est claire. Les efforts d'intégration sont demandés clairement aux peuples accueillants et non aux nouveaux arrivants. C'est d'ailleurs pourquoi on ne parle même plus d'intégration, qui est déjà un pas en arrière par rapport à l'assimilation, seul véritable principe républicain. Mais on parle d'inclusion, un glissement sémantique qui trahit le communautarisme qui sous-tend l'idéologie de l'Union européenne, un communautarisme dans lequel la nation n'a aucune place. Ainsi, pour Bruxelles, les migrants sont forcément des victimes, forcément discriminés, alors qu'ils sont nourris, logés, blanchis, alors même qu'ils sont souvent des clandestins et de simples migrants économiques venus d'Afrique subsaharienne, ne fuyant absolument pas la guerre. Dernier point préoccupant. Erasmus participe au phénomène de la fuite des cerveaux, qui a longtemps profité au Royaume-Uni, voyagé, étudié à l'étranger ou y travaillé un moment, très bien. Mais à l'heure où la France gagne chaque année des centaines de milliers d'immigrés peu qualifiés, il est dramatique de laisser partir des diplômés de haute valeur ajoutée. Nous faisons des propositions régulièrement par amendement en commission, mais pour vous résumer par une proposition simple. Que faire pour améliorer Erasmus+? Réserver exclusivement le programme à ses bénéficiaires naturels, les jeunes Européens ressortissants d'États membres de l'Union. Ensuite, ouvrir réellement le programme à des jeunes méritants issus des territoires oubliés, des zones périphériques ou de la ruralité. Quant à l'apprentissage, le projet est quand même encore assez récent. Mais la première crainte qu'on pourrait avoir, c'est que, vu la disparité des salaires dans les États membres, de futurs travailleurs détachés soient formés. Je vous remercie de votre attention. Ces projets de texte pris en application du traité de Marrakech vont permettre d'aider à réduire ce qu'on appelle la famine du livre, dont souffrent les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant des difficultés à la lecture des textes imprimés. Je vous rappelle qu'actuellement, seulement entre 1 et 7% des œuvres publiées dans le monde sont mises à disposition sous des formats accessibles. Cela est inacceptable. En effet, en Europe, près de 30 millions de personnes sont concernées. Qu'il me soit permis ici de saluer les initiatives préexistantes telles que le projet TIGAR, devenu le service mondial d'échange de livres de l'ABC et auquel les éditeurs français ont participé en nombre. Les 2 textes, issus des négociations en trilogue, vont dans le bon sens, avec notamment l'ajout du livre électronique dans leur champ d'application et d'un système de compensation limité des titulaires de droits.
Je peux néanmoins regretter que certaines flexibilités existantes dans le traité de Marrakech et dans certains États membres n'aient pas été reprises. Bien que je dénie toute compétence à l'Union européenne pour conclure de tels traités, l'objet de ces textes dépasse bien évidemment toute autre considération. En tant que Française d'un pays éminemment littéraire, je ne peux qu'être heureuse de cette avancée en faveur de toutes ces personnes qui pourront enfin avoir accès à une plus grande partie de notre patrimoine. Merci. Elle est membre de la commission des affaires juridiques. Elle va nous parler des droits d'auteur et des GAFA. Les GAFA, ce sont ces géants du web que sont Google, Apple, Facebook ou Amazon. Marie-Christine Boutonnet. Mes chers amis, tout d'abord, un grand merci, mon cher Steve, pour cette invitation dans cette belle ville dont tu présides avec brio Destinée. Je suis ravie d'être parmi vous avec mes collègues et amis afin de vous exposer nos actions et travaux au Parlement européen. Je profiterai de ces quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis près de 2 ans. Il s'agit de la réforme du droit d'auteur dans le marché numérique, pour laquelle je suis shadow rapporteur en commission des affaires juridiques. Comme vous le savez, le droit d'auteur s'acquiert du seul fait de la création et protège les œuvres de l'esprit, une chanson, un roman, un scénario. Il confère à l'auteur de la création des droits patrimoniaux, comme le droit de reproduction et un droit moral, le respect de l'œuvre notamment. Le projet de directive en cours de négociation vise à moderniser et à adapter les règles du droit d'auteur européen à l'environnement numérique. Elle a pour projet notamment de rendre obligatoire un certain nombre d'exceptions et limitations au droit d'auteur pour des utilisations numériques. La plupart existent déjà en droit français. En décembre dernier, nous avons gagné une première bataille sur un texte prioritaire de la Commission, véritable victoire dans la protection de la culture française et européenne. Je passerai cependant sur les détails de ce texte, risquant de vous assoupir tant le sujet en était complexe. Forte de ce succès, je pèse de toutes mes forces dans les négociations afin qu'un niveau élevé de protection des auteurs et une juste rémunération des créateurs et interprètes soient préservés, et particulièrement face aux GAFA. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ce sont les entreprises de cet oligopole, comme les qualifie Nicolas Bavrez, capitaliste patenté. Vous utilisez leurs applications, leurs sites, leurs plateformes tous les jours, et tous les jours vous entendez parler de leur puissance. L'évolution fulgurante de l'Internet, des technologies, a transformé la façon dont les œuvres et autres objets sont protégés, sont créés, produits, diffusés et exploités. Nous n'écoutons plus de la musique de la même façon qu'il y a une dizaine d'années. Ces technologies ont bouleversé nos comportements, et ce, au profit de ces grandes entreprises. En effet, les GAFA s'enrichissent par l'exploitation d'œuvres mises en ligne sur leurs plateformes, comme YouTube, grâce à la publicité ou à la commercialisation des données personnelles, et ce, sans contribuer à une juste mesure au financement des créateurs du contenu qu'ils utilisent. Pour vous donner un exemple concret, en 2017, 272 millions d'abonnés payants ou gratuits de services de musique en ligne, comme Spotify ou Deezer, ont généré 5 milliards de dollars au profit des créateurs. Dans le même temps, 1300 millions d'utilisateurs de plateformes de vidéos en ligne, comme YouTube, n'ont généré que 856 millions de dollars de revenus au profit des créateurs. En d'autres termes, quand vous utilisez Spotify ou Deezer, vous générez approximativement 20 € au profit des créateurs. Quand vous utilisez YouTube, moins d'1 euro arrive dans la poche de ceux-ci. Ainsi, paradoxalement,
Les plateformes les plus populaires sont celles qui rapportent le moins aux auteurs, mais elles s'enrichissent de manière exponentielle. Des plateformes comme YouTube, qui appartient à Google, se réfugient derrière le statut juridique obsolète d'hébergeur pour éviter de négocier correctement avec les auteurs et les producteurs. Cette distorsion dans le partage de la valeur est ce que l'on appelle le transfert de valeur ou value gap. L'article 13 du projet de directive sur le droit d'auteur vise à régler ce problème. Je m'y emploie avec ardeur dans les réunions de négociation. Ces plateformes doivent absolument conclure des accords de licence avec les créateurs dont elles utilisent le contenu. De même, elles doivent prendre des mesures afin d'éviter que du contenu illicite, c'est-à-dire sans l'autorisation du créateur, ne se retrouve sur ces plateformes. Ces géants de la Silicon Valley pillent le contenu culturel français et européen sans rémunérer nos créateurs. Elles vendent très cher vos données personnelles à votre insu. Vous avez entendu parler tous du scandale Facebook qui chaque jour aspire les milliards de données de ses utilisateurs pour les vendre à des applications commerciales. Et, en plus de cela, elles pratiquent une concurrence déloyale acharnée par une optimisation fiscale forcenée, empêchant ainsi l'émergence d'entreprises françaises ou européennes qui pourraient les concurrencer. Et ce, grâce à un vide juridique encadrant leurs activités, grâce également à la complicité d'États comme le Luxembourg ou l'Irlande. C'est proprement scandaleux. Nous devons remettre à leur juste place ces entreprises, plus puissantes que nombre d'États et qui se placent au-dessus de nos lois. Cette lutte doit s'articuler autour de 3 piliers. Leur taxation effective, la protection de nos données personnelles et la protection de nos industries culturelles et créatives. L'Europe peut et doit agir. C'est sur ces sujets qu'elle doit se concentrer. Cela correspond pleinement à notre vision d'une Europe des nations et de la coopération. Il est temps de dire à ces mastodontes de l'Internet que l'Europe telle que nous la voyons n'est pas un grand marché à ciel ouvert où ils peuvent se servir librement, gratuitement, impunément. C'est uniquement au niveau des concerts des nations de l'Europe, patrie de Molière et de Beethoven, mais aussi de Gioni et de Modiano, que nous parviendrons à protéger notre culture, mais aussi de permettre à de futurs Mozart ou Van Gogh de voir le jour et de pouvoir vivre de leur création, et ainsi continuer à nous élever et à nous émerveiller. La culture est de l'ordre de l'intime, c'est un enjeu de civilisation. Malraux disait que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Je le constate tous les jours dans ma mission de parlementaire. Je vous remercie. Nous pourrons mieux définir les opportunités et les risques que présente cette technique. Madame Gaudin, 1 minute. Le texte qui nous est proposé est un cheval de Troie, car sous couvert de redonner une liberté aux États, il livre nos populations, consommateurs et agriculteurs, aux multinationales de l'agrochimie. Les effets des OGM sur la santé de nos compatriotes, mais aussi sur la faune et la flore, sont déjà connus et inacceptables. Défendre la libre circulation des produits issus d'OGM, c'est nous enchaîner plus encore dans la mondialisation via la spécialisation des zones de culture. C'est perdre la typicité de nos paysages et de notre alimentation. Pour servir qui? Pas les peuples, mais les actionnaires de quelques sociétés cotées en bourse, alors que nous savons déjà qu'il est possible de nourrir l'humanité sans les OGM. Il s'agit pour cela de faire les bons choix politiques. Les OGM qui nous sont imposés avec ce texte sont incompatibles avec toute souveraineté alimentaire. Cette souveraineté est au peuple ce que la liberté est à l'individu. Nous devons pouvoir décider et produire chez nous ce que nous voulons manger et faire manger à nos enfants sans risque pour notre santé. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce texte. Our next speaker, Mr. Anneman. Suivant, Monsieur Annemans, pour 1 minute. Les OGM, les
changements des plantes ne sont pas réalisés uniquement grâce au génie génétique. Il y a d'autres mesures possibles. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence parce qu'il y a des dangers qui pourraient entraîner. Bon, mais Monsieur Hannemans, on n'entendra pas la fin, mais on le salue. C'est un de nos alliés également au Parlement. Elle siège dans la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire, mais également au sein de la commission environnement, et c'est de défense de l'environnement dont elle vient nous parler aujourd'hui. Merci d'accueillir Sylvie Godine. Mon cher Steve, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, c'est non seulement un honneur, mais aussi un plaisir d'être invité à Hénin-Beaumont en ce dimanche si particulier où l'on commémore Jeanne d'Arc, héroïne et sainte de la patrie, une Lorraine comme toi, ma chère Dominique. L'engagement de Jeanne pour la France est allé jusqu'au sacrifice et très certainement au-delà de la prise d'Orléans, au-delà de la victoire de Patay et au-delà du couronnement du gentil dauphin à Reims. C'est le don qu'elle fit de sa jeunesse qui a permis la victoire contre les Anglais. Par cette parodie de procès, par le mensonge et la calomnie, les Anglais voulaient faire de Jeanne une sorcière. Ils en ont fait une martyre et une sainte, et le miracle s'est produit. L'Anglais a été bouté hors de France. Alors si je suis ici, c'est pour vous parler de mon action au Parlement européen. J'ai commencé comme Steve à Hénin, simple militante au FNJ de Lille en 1988. Je suis devenue assistante au Parlement européen, puis secrétaire de Jean-Marie Le Pen. En 26 ans, j'en ai fait des campagnes électorales avec ses peines et ses victoires, mais avec le recul, je me dis que si c'était à refaire, sans hésiter, je le referais. Avec mes collègues, on se bat dans nos commissions pour défendre les intérêts de nos compatriotes contre cette Union européenne pour qui le marché, la libre circulation des biens, des personnes et des services, mais aussi la concurrence libre et surtout faussée, sont l'alpha et l'oméga. Vous, mes chers amis, vous connaissez l'insécurité au travail, l'insécurité dans les rues, l'insécurité partout. Nous, au Parlement, on connaît l'humiliation continuelle. On est considérés comme des lépreux. On est condamnés d'avance. Et les républicains et les socialistes sont les gardiens zélés de ce cordon sanitaire autour du Front National. Alors on m'a demandé de vous parler de mon bilan. Je vais vous donner juste un exemple. Cette semaine, pour une fois, il a fait du soleil dans le nord et de la pluie dans le sud. Vous savez ce qui m'a choquée? Alors que les jardins sont en fleurs, avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas d'abeilles ou quasiment pas? Les abeilles, ça a été mon combat pendant cette mandature dans ma commission environnement. Je l'ai prise à bras-le-corps, pensant naïvement qu'on me laisserait le faire. J'ai certes un peu le physique rond de Maya l'abeille, un peu, mais j'ai aussi sa passion, le travail. Je parle peu, mais je fais le taf, et je n'ai jamais attendu qu'on me commande pour le faire. Je me suis identifiée à elle, à cet insecte tout petit par la taille, mais énorme pour le monde, parce qu'elle pollinise 80% des végétaux qui nous nourrissent. Si les actions des abeilles sont invisibles, quand elles s'arrêtent, le monde s'arrête. Alors beaucoup de voix se sont élevées, et en premier lieu les apiculteurs, bien évidemment, pour dire que l'abeille était en voie de disparition. Mais elle n'est pas la seule. 2500 espèces animales sont en voie d'extinction dans le monde. 12 500 menacées et 760 ont disparu au cours du siècle précédent. 88% des pollinisateurs ont disparu aux États-Unis et en Chine, les hommes ont remplacé les abeilles et pollinisent les fleurs à la main avec de petits pinceaux. Merci le progrès. Sans pollinisateurs, l'humanité est condamnée à disparaître. Mais ce n'est pas l'humanité qui doit disparaître, mais ce monde qui fabrique de moins en moins de riches, de plus en plus riches, et qui fabrique de plus en plus de pauvres, de plus en plus pauvres, et qui détruit les abeilles. C'est ce monde-là qui doit disparaître. Dans ma commission, je me suis battue pour obtenir l'interdiction des néonicotinoïdes responsables de la disparition des abeilles. 3 d'entre eux ont été interdits en Europe il y a quelques jours. Mais ils ont déjà été remplacés par d'autres substances plus toxiques,
comme le sulfoxaflor, un néonicotinoïde de nouvelle génération qui attaque, comme les anciens, le système nerveux central de l'abeille, ce qui fait qu'elle ne retrouve plus sa ruche. Et elle meurt. Lorsque la Commission européenne a voulu autoriser ce produit dans l'Union européenne, j'ai été la seule, vous entendez? J'ai été la seule à réagir et à faire une objection pour demander que ce pesticide ne soit pas autorisé dans l'Union européenne. Ce produit avait fait des ravages aux États-Unis et avait tué des millions d'abeilles. Devinez, mes chers amis, ce qu'il s'est passé. Eh bien, ils ont osé dire non à ma proposition. Pourquoi? Parce qu'elle émanait d'une députée du Front National. Honte à eux. Ces deux partis politiques, le PS et les Républicains, sont totalement empêtrés dans la défense de leurs petits intérêts particuliers et des lobbies qui grouillent au Parlement européen. Ils ont construit un enfer pour les hommes, mais aussi pour les abeilles. Et si elles pouvaient parler, elles parleraient de la mondialisation et elles la condamneraient. Au moins, on pourra dire que les derniers qui ont défendu les abeilles, c'est le Front National. La charité politique consiste à dire la vérité, car sans la vérité, il est impossible de comprendre les raisons du désordre et d'agir en conséquence. Si les riches, les pauvres et ceux qui s'en foutent avaient un jour l'intelligence des abeilles, ils seraient une meute d'amour et de volonté, et le mur de l'argent et de la mauvaise foi s'écroulerait. La disparition des abeilles est un symptôme, le symptôme de la surexploitation de la nature et de sa destruction programmée. Mesdames et messieurs, notre monde a besoin de retrouver l'équilibre. La force de l'équilibre, je l'ai toujours reconnue dans mon engagement auprès des Le Pen. Marine symbolise cet équilibre, l'équilibre qui fait le fondement de mon engagement. On est la force anti-idéologique. Ce sont les idéologies qui entraînent les conflits, qui tuent l'intelligence et qui mettent tout le monde en guerre. Nous sommes la force du pragmatisme. Nous allons faire ce monde qui est un monde moderne, vraiment moderne, multipolaire et connecté. C'est nous qui allons le faire. Nous voulons que l'Europe soit cette force d'équilibre entre la Chine et la Russie, cette force d'équilibre entre la Chine et les États-Unis. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Il faut que nous soyons conscients de notre puissance. Mes chers amis, les peuples européens sont à la croisée des chemins. Jamais, probablement dans son histoire, ils ne connaîtront un péril aussi grand. Cela concerne non seulement chacun d'entre nous, mais notre civilisation même qui risque d'être emportée par le tsunami démographique. L'Europe misérable qui se prétend maîtresse des destinées de nos peuples a échoué. Elle a échoué à assurer la prospérité, la sécurité et la liberté. À travers toute l'Europe, les peuples s'élèvent contre cette supercherie. Maintenant, ils essaient, chacun de leur côté, de se libérer de ce pouvoir despotique, mais jusqu'à présent en vain. L'heure est venue de dépasser nos différences. Ce que nous avons en commun est beaucoup plus important que ce qui nous distingue. À présent, les peuples européens doivent faire front commun. Et il appartient à notre génération de réussir cette grande alliance que nos ancêtres ont été capables de bâtir au XVIe siècle pour arrêter les Turcs à nos portes. Vous me direz que c'est impossible, peut-être avez-vous raison. Mais rappelez-vous de Jeanne, et ne l'oubliez jamais. Avant qu'elle n'arrive, plus personne n'y croyait. Même le gentil dauphin n'y croyait plus. Et pourtant, le miracle a eu lieu. Elle n'exigea qu'une chose de ses compagnons d'armes. Combattez, et Dieu donnera la victoire. Les patriotes de toute l'Europe doivent être l'avant-garde de ce grand projet. Ils doivent le porter de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, non seulement aux prochaines européennes, mais jusqu'à la victoire qui sera notre résurrection. C'est l'équilibre qui fait le fondement de mon engagement pour Marine. Mère de famille et femme politique, femme pragmatique et pour autant si spirituelle. Elle est notre exemple, elle allie la sensibilité des femmes et la force des hommes. Je compte sur vous tous pour être à nos côtés, derrière Marine. Vive la France. Je vous remercie.
engagé une enquête contre plusieurs syndicats d'agriculteurs français, dont la FNSEA. Elle les soupçonne d'avoir violé l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union qui interdit de fausser la concurrence. De très lourdes amendes vont peut-être les frapper. Cette initiative de la Commission est aberrante sur le plan économique et scandaleuse sur le plan humain. En France, des milliers de producteurs de lait et d'éleveurs sont en train de mourir à cause de décisions catastrophiques de l'Union. La fin des quotas laitiers, l'embargo russe ou encore la création de travailleurs détachés à bas coût que les abattoirs allemands ont massivement recrutés. L'été dernier, leurs syndicats ont obtenu de l'État français des mesures d'urgence qui ont permis à beaucoup d'éleveurs de tenir le coup. Il est inadmissible que la Commission leur en fasse aujourd'hui grief. Comme la monarchie d'Ancien Régime, l'Union européenne sera balayée par la colère du peuple français. En Bretagne, la révolte a déjà commencé avec les bonnets roses. Une révolte? Non, sire, une révolution. Il est le chef de la délégation française au sein de notre groupe au Parlement européen. Il est également membre de la Commission des affaires juridiques, mais également membre de la Commission dite des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Merci d'accueillir Gilles Le Breton. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être à Hénin-Beaumont. C'est d'ailleurs déjà la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était de façon plus discrète, car j'étais candidat au municipal pour la première fois et j'étais venu solliciter de Steve quelques conseils. Et je le remercie parce que grâce à ces conseils, j'ai été élu conseiller municipal. Donc c'est un début et j'espère qu'un jour, moi ou quelqu'un de plus jeune de ma liste sera maire de ma commune comme il a su nous montrer l'exemple. Merci Steve. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet le plus important dont on peut parler finalement, qui est la souveraineté. Pourquoi? Parce que ce qu'avait annoncé Marine depuis déjà longtemps est en train de se produire avec éclat. Il y a aujourd'hui en France, de façon très claire, deux camps politiques qui s'affrontent. Le camp de ceux qui pensent que la souveraineté doit appartenir à la France et à chaque nation européenne, c'est le camp du Front National, et puis le camp de nos adversaires qui désormais, c'est fait avec le président Macron, revendique ouvertement le transfert de souveraineté à l'Union européenne. Et donc, comme vous le voyez, c'est cette opposition frontale qui va structurer notre vie politique désormais dans les années qui viennent et qui sera à l'œuvre dès les élections européennes de 2019. Alors avant d'exposer la conception du président Macron et de rappeler la conception du Front National, j'aimerais très brièvement rappeler ce qu'est la souveraineté. Et pour ce faire, j'aimerais citer les trois grands auteurs qui ont réfléchi dessus et qui sont les références indiscutables. Le premier auteur, c'est Jean Bodin, un auteur français du XVIe siècle qui a été le premier grand théoricien de la souveraineté. Et il disait ceci: la souveraineté est le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint. Donc c'est un pouvoir suprême au-dessus duquel il n'y a rien. Alors bien sûr, dans son esprit, ce pouvoir ne pouvait appartenir qu'à l'État, c'était un théoricien de l'État, et à l'époque, il donnait comme exemple 4 compétences qui illustraient cette souveraineté. Alors, je vais vous les rappeler parce que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ces 4 compétences, eh bien, elles n'appartiennent plus guère à l'État. Là, le premier pouvoir, c'est celui de rendre justice, le deuxième, c'est de faire la loi, le troisième, c'est de battre monnaie, et le quatrième, c'est de décider de la guerre ou de la paix. Et quand vous regardez ce qu'il en est aujourd'hui avec l'Union européenne, eh bien, le pouvoir de battre monnaie, c'est perdu, c'est l'Union européenne qui s'occupe de l'euro, il n'y a plus de francs. Le pouvoir de faire la loi, j'ai le regret de vous le dire, que c'est perdu aussi. Bruno Bilde voudra bien m'excuser s'il est quelque part dans la salle, je ne le vois pas, parce qu'en effet, 80% de nos lois sont en réalité la simple transcription des directives européennes. Et d'ailleurs, une partie de ma tâche de chef de la délégation du Front National à Bruxelles, c'est de faire des notes pour Marine Le Pen, pour lui rappeler ce qu'on avait voté au moment où la directive venait. Parce que ce qu'on a voté il y a 3 ans, c'est en train d'être voté à l'heure actuelle au Parlement français. Le pouvoir de rendre la justice, c'est bien mal parti aussi, puisque les décisions les plus importantes, notamment sur le plan économique, sont maintenant rendues non plus du tout par les juridictions françaises, mais par la Cour de justice de l'Union européenne.
Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que je me suis empressé d'aller rencontrer les juges de la Cour de justice de l'Union européenne qui siègent à Luxembourg pour discuter avec eux, pour prendre la température, parce que ce sont des personnages puissants et qu'on gagne toujours à approcher ses adversaires pour juger justement de leur caractère redoutable. Alors qu'est-ce qui reste finalement? Pour l'instant, il y a encore le droit de décider de la guerre ou de la paix. Et là, effectivement, M. Macron a décidé d'aller bombarder la Syrie, mais d'ailleurs dans le sillage de nos alliés américains. Cette conception de Jean Bodin, elle est intéressante, c'est toujours la conception officielle, à ceci près évidemment que dans une démocratie, on prend soin de préciser qu'à l'intérieur de l'État, c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté et personne d'autre. C'est ce que rappelle l'article 3 de notre Constitution. Le deuxième grand auteur, c'est un Allemand, c'est Georges Jelinek, qui est un auteur de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Et il est intéressant car il apporte un éclairage différent. Il dit ceci: la souveraineté est la compétence de la compétence, c'est-à-dire c'est le pouvoir de déterminer sa propre compétence. L'intérêt de cette nouvelle approche, c'est de montrer qu'on peut tout à fait déléguer des compétences à un tiers. Par exemple, un État peut déléguer des compétences à l'Union européenne, mais il conserve malgré tout sa souveraineté, car dès lors qu'il peut reprendre ses compétences, il a toujours le pouvoir de déterminer ses compétences, c'est-à-dire la souveraineté. Alors c'est intéressant parce que ça montre qu'en réalité, à l'heure actuelle, la France dispose toujours de sa souveraineté au sens où l'entend Georges Jelinek. Car l'article 50 du traité sur l'Union européenne permet à tout État membre de l'Union de s'en retirer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Royaume-Uni. Eh bien, tant que nous avons ce pouvoir de nous retirer de l'Union européenne, nous avons toujours en réalité l'essentiel de ce qui constitue notre souveraineté, c'est-à-dire de décider de notre destin. Et puis le troisième auteur, c'est un Allemand aussi, c'est Carl Schmitt, auteur du XXe siècle, celui-là, et qui disait ceci: « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Et c'est personnellement la définition que je préfère, parce que par rapport à ces deux devanciers, Schmitt montre bien que la souveraineté, c'est quelque chose de méta-juridique, c'est quelque chose qui est au-dessus du droit. Et fondamentalement, la souveraineté, c'est cela, c'est au-dessus du droit. C'est la possibilité qu'a un peuple de transgresser les règles juridiques quand celles-ci ne lui conviennent plus, lorsqu'il juge que son avenir est en jeu, que son avenir est en péril. Et ne croyez pas que ça soit si révolutionnaire que ça, car c'est exactement à cette conception que se ralliait le général de Gaulle lorsqu'il a imposé ce qu'on a appelé le compromis du Luxembourg en 1966. Cette année-là, le général avait décidé qu'il ne pouvait plus tolérer les règles de l'Union européenne, qu'elles étaient contraires à l'intérêt vital de notre pays, et il a décidé de faire la politique de la chaise vide, c'est-à-dire de se retirer des instances de l'Union pour faire pression sur l'Union et la contraindre, donc de façon non juridique, de façon très politique, la contraindre à revenir en arrière, et à l'époque, ça avait marché. Eh bien, moi, je dis que c'est un précédent coutumier, c'est une règle qui a valeur de coutume aujourd'hui, et que nos gouvernants, les mieux avisés, je pense à certains ministres des Affaires étrangères que nous avons eus depuis, comme par exemple Dominique de Villepin, qui n'était pas si mauvais quand il était ministre, il a été moins bon ensuite, mais enfin ça c'est une autre histoire. Eh bien, nos ministres les plus avisés ont invoqué cette règle coutumière pour parfois menacer de résister à l'Union. Et moi je le fais constamment dans la Commission des Affaires juridiques. Et il y a un dirigeant à l'heure actuelle d'un État européen qui ne se prive pas de faire référence à ce caractère méta-juridique de la souveraineté, c'est Orbán, le dirigeant de la Hongrie, qui a décidé que toutes les règles de l'Union européenne en matière de submersion migratoire étaient contraires à l'intérêt vital de son pays, et il a donc décidé qu'il n'y obéirait pas, quoi qu'il en coûte. Eh bien, vous voyez, ça montre bien que la souveraineté, ce pouvoir de décider de la situation exceptionnelle, ce pouvoir de dire non quand il le faut, quand notre intérêt vital est en jeu, c'est cela, au fond, le cœur de la souveraineté. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le jour où nous en aurons assez de l'Union européenne, nous pourrons toujours en sortir. Même si l'article 50 n'existait pas, nous aurions le droit d'en sortir en vertu de cette conception-là de la souveraineté. Donc, c'est un sujet important, la souveraineté, parce que lorsqu'un peuple est en péril, c'est la dernière chose qui lui reste, c'est la dernière chose qui lui permet de se sauver. Et le président Macron, avec le concept de souveraineté européenne qu'il est en train de forger depuis 1 an, porte atteinte à ce droit ultime qui nous reste.
Donc l'enjeu est absolument majeur. Alors le président Macron, venons-y. Il a fait 3 grands discours sur l'Europe. Et à chaque fois, le fil conducteur de ces discours, donc c'est vraiment quelque chose de récurrent chez lui, c'est ce concept de souveraineté européenne. Premier discours, c'est le discours au Parlement européen du 17 avril 2018. Et là, il oppose 2 visions de la souveraineté européenne qu'il défend contre la souveraineté qui est portée par ce qu'il appelle l'illusion du nationalisme, qui est portée, dit-il, par les populistes, c'est-à-dire, dans son esprit, par nous. Alors, ce qu'il dit, c'est assez simple. Première idée qu'il développe, c'est que cette souveraineté européenne est nécessaire, dit-il, car les États seuls ne peuvent rien faire contre la mondialisation. Donc, il propose carrément de transférer 6 aspects de la souveraineté à l'Union européenne. Je vous les énumère, vous verrez qu'au bout du compte, il ne restera pas grand-chose pour nous. La sécurité et la défense, premier aspect. L'économie et le commerce, deuxième aspect. Tout ce qui concerne le climat et l'énergie, troisième aspect. Tout ce qui concerne la santé, l'alimentation, quatrième aspect. Ce qui concerne le numérique, cinquième aspect. Et même le domaine social, sixième aspect. Le social aussi. Qu'est-ce qui reste? Les affaires étrangères. Autrement, je ne vois plus grand-chose. Donc, il est évident que ce qu'il est en train de nous préparer avec ce concept de souveraineté européenne, c'est un État fédéral. Il veut ouvertement que l'Union européenne soit un État fédéral et dans lequel la France ne serait plus qu'une simple province. Deuxième idée qu'il développe dans son discours, c'est l'idée que l'État est devenu tellement négligeable que sur les sujets importants, l'Union européenne peut s'adresser directement aux collectivités locales. Et j'aimerais vous citer très brièvement un extrait de son discours. En matière d'immigration, par exemple, voilà ce qu'il dit. « Je propose de créer un programme européen qui soutienne directement et financièrement les collectivités locales qui intègrent des réfugiés. » Donc il propose tout simplement de court-circuiter l'échelon étatique pour faciliter l'immigration. Donc je vous laisse apprécier la gravité de cette proposition. Deuxième discours, plus récent, c'est le discours d'Aix-la-Chapelle du 10 mai 2018 que le président Macron a prononcé lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne. C'est un prix en réalité décerné par les Allemands. Donc déjà, le recevoir pour un président français, c'est à mon sens légèrement inquiétant. Mais bon, il est allé le recevoir et il a recommencé. Et là, il a apporté une précision. Alors, il veut toujours la souveraineté européenne, mais c'est, dit-il, le retour du rêve carolingien. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer qu'il veut que l'Union européenne soit un empire, comme l'était l'Empire carolingien, ou plus tard, et c'est peut-être là son véritable modèle, le Saint-Empire romain germanique. Alors c'est très inquiétant parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a depuis des siècles une lutte farouche entre les empires et les États-nations. Nous, évidemment, au Front National, on a pris le parti ouvertement de l'État-nation. C'est pour ça qu'on s'appelle Front National, d'ailleurs. Mais Macron, lui, il prend ouvertement le parti de l'Empire, et dans ce discours, il se dévoile. Et la différence, voyez-vous, c'est que les empires négligent le phénomène national et négligent aussi la démocratie, car il n'est pas d'exemple d'un empire qui ait été réellement démocratique, alors qu'au contraire, on a beaucoup d'exemples d'États-nations qui sont démocratiques. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Alors, il en a conscience, il dit « mais je veux un empire d'un type nouveau, ça ne sera pas un empire fondé sur l'hégémonie, mais sur la solidarité entre membres ». Mais en réalité, lorsqu'on voit la suite de son discours, c'est très autoritaire, sa conception de l'Union européenne, puisqu'il veut que l'immigration devienne un sujet commun, donc il veut ôter aux États toute compétence propre en matière d'immigration, et en matière monétaire, il veut accentuer encore l'intégration de la zone euro avec notamment son idée folle d'un budget propre à la zone euro, idée tellement inquiétante que même les Allemands n'en veulent pas. Mais au fond, son véritable discours programmatique sur l'Europe, ce n'est pas ces deux-là qui sont les plus récents. C'est un discours plus ancien, beaucoup plus long, qui était son discours de la Sorbonne du 26 septembre 2017. Et là, il dévoile ce qui constitue le fond de sa pensée. Et ce qui constitue le fond de sa pensée, c'est un véritable mépris des nations européennes. Il dit ceci, le repli national serait un naufrage collectif. L'Europe seule peut assurer une souveraineté réelle. Et le fond de sa pensée, c'est le mépris de notre nation. C'est l'idée que la France est devenue trop petite pour faire quoi que ce soit toute seule. Et c'est évidemment faux.
La France est un État qui reste très puissant. Si on veut bien ne pas comparer uniquement aux États-Unis et à la Chine, nous sommes parmi les plus puissants. Avec l'arme nucléaire, avec une armée capable d'opérer sur tous les territoires du monde, ce qui est très rare, avec le deuxième domaine maritime du monde, juste après celui des États-Unis, avec un potentiel de recherche, d'innovation qui compte aussi parmi les premiers. Quand on énumère tout cela, on voit bien que ce pessimisme est tout à fait irrationnel. Alors, ce qu'il veut, eh bien, là encore, il le dit très clairement, il veut une politique commune d'immigration, et dans son discours de la Sorbonne, il nous donne tous les détails les plus inquiétants. Il veut un véritable office européen de l'asile, c'est-à-dire ce n'est plus nous qui serions libres de délivrer l'asile à qui on veut ou qui on ne veut pas. Là, ce serait carrément pris en charge directement par l'Union européenne, donc vous imaginez ce que ça donnerait. Là, ce ne serait plus la peine de se battre pour se répartir les migrants, parce que d'office, hop, ils seraient dirigés vers notre territoire. Et il veut aussi une police des frontières européennes. Quand on voit l'inaptitude avec laquelle l'Europe protège nos frontières, avouez que c'est un peu inquiétant. Alors si je résume sa conception, donc on peut la caractériser par deux éléments. Premier élément, c'est un fédéraliste qui est anti-étatique. Il ne veut plus des États-nations qu'il juge dépassés, et j'en veux pour preuve cette idée qu'il a de faire dialoguer directement l'Union européenne avec les collectivités locales. Et puis, deuxième élément de sa pensée, ce n'est pas un démocrate, puisqu'en promouvant le modèle de l'Empire contre le modèle de l'État-nation, en réalité, il cherche évidemment à servir les intérêts d'une oligarchie internationale dont il est lui-même un représentant, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un banquier de très haut niveau. Alors, ce n'est pas le premier à avoir dit ça ouvertement, c'est le premier chef d'État français, ça oui, mais il y avait l'ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, de sinistre mémoire, qui nous avait fait un grand discours pour nous expliquer que l'Union européenne était une nouvelle forme d'empire. Donc vous voyez, on est bien dans malheureusement cette conception, dans cette lignée oligarchique. Alors face à cela, le Front National a une conception évidemment totalement différente. Pour nous, la souveraineté doit appartenir au peuple français et à chacun des peuples européens, et non pas à l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas un peuple européen au singulier. Donc nous sommes contre les empires et pour le respect des États-nations. Et je vous rappelle que le premier des 144 engagements de Marine Le Pen en 2017 consistait justement à rendre à la France sa souveraineté nationale. Deuxième élément qui caractérise notre pensée, pour nous, la souveraineté ne peut se concevoir que dans un cadre démocratique. La souveraineté doit appartenir à la nation afin que le peuple puisse imposer ses propres décisions. Et pour le prouver, eh bien, il n'est qu'à se reporter, là encore, au programme 2017 de Marine Le Pen, qui proposait d'augmenter le nombre de référendums, engagement numéro 2, de passer à la proportionnelle pour les élections législatives pour mieux respecter la volonté du peuple, engagement numéro 3, et également de créer un nouveau type de référendum, dit d'initiative populaire, engagement numéro 4. Donc vous voyez, on est vraiment tout à fait aux antipodes de la conception de Macron. Alors la conséquence de notre conception, c'est que nous ne souhaitons pas que la France soit isolée pour autant, mais nous ne pouvons plus accepter l'Union européenne qui est définitivement discréditée par sa tentative de se transformer en État fédéral. Donc nous voulons le passage de l'Union européenne à l'Union des nations européennes, c'est-à-dire le passage d'un modèle fédéral à un modèle de libre coopération entre États. On a déjà beaucoup commencé à réfléchir sur la question. J'ai moi-même proposé à Marine Le Pen un projet le 7 novembre 2017. Il est en train de tourner dans des comités de travail. Il en sortira forcément un peu changé, c'est la règle du jeu. Et je propose de bâtir ce projet autour de deux grands principes. Premier principe, alléger les institutions. On conserverait le Conseil européen et le Conseil, puisque le Conseil européen, je le rappelle, c'est l'organe qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États, donc c'est absolument incontournable pour dialoguer. Le Parlement européen serait complètement réformé, on réduirait beaucoup d'abord le nombre de membres, 751 c'est beaucoup trop, et ensuite il ne serait plus composé de gens qui seraient élus le même jour dans tous les États européens, mais il serait composé de députés nationaux. Comme ça,
ça permettrait de montrer de façon beaucoup plus claire que ceux qui gardent la souveraineté, c'est toujours les peuples. Et puis, ce Parlement se verrait privé de son pouvoir de codécision, puisque dès lors qu'il n'y a pas un peuple européen unique, j'estime qu'il ne peut pas y avoir un véritable Parlement européen qui légiférerait. La Commission de Bruxelles serait supprimée et remplacée par un secrétariat permanent tout à fait indispensable pour préparer et exécuter les décisions du Conseil. Mais là, il n'y aurait plus de bureaucratie européenne qui ferait carrière, en étant payée d'ailleurs à des prix tout à fait scandaleux, mais elle serait constituée de fonctionnaires nationaux qui seraient mis temporairement à sa disposition par leurs États respectifs. La Cour des comptes européenne serait conservée car elle fait du bon travail. Elle dénonce un certain nombre de scandales. Malheureusement, on n'en tient jamais compte pour l'instant, mais son travail n'est pas à remettre en cause. La Cour de justice de l'Union européenne serait profondément transformée. Ça ne serait plus une cour qui imposerait ses décisions, mais ça deviendrait une cour consultative qui donnerait de simples avis que les États seraient libres de suivre ou pas. On pourrait aussi lui reconnaître un deuxième rôle qui serait un rôle de cour d'arbitrage pour régler les litiges entre États membres de l'Union des Nations européennes, à condition que les États soient d'accord, évidemment, pour faire juger leurs litiges par cette cour d'arbitrage. Quant à la Banque centrale européenne, évidemment, dans ma perspective, elle serait supprimée à terme, puisque je me place, moi, dans la perspective à long terme de la suppression de l'euro. Deuxième principe, en dehors de ce premier principe d'allègement des institutions, c'est le principe d'une Europe à la carte. Le processus de décision serait complètement rénové. Il n'y aurait plus de décisions qui s'imposent aux États, mais des décisions qui sont proposées aux États. Donc tout commencerait par une initiative du Conseil européen, et non plus de la Commission qui n'aurait plus le pouvoir d'initiative. Le Conseil européen, c'est une bonne chose qu'il puisse avoir l'initiative des textes, car, je le répète, il représente les États-nations. Il y aurait ensuite une délibération par le Parlement européen qui donnerait un avis et qui pourrait proposer des amendements. À ce moment-là, s'engagerait un dialogue entre le Conseil européen et le Parlement. À l'issue de ce dialogue, on essaierait de se mettre d'accord sur un texte commun que le Parlement voterait, mais en tout état de cause, qu'il y ait accord du Parlement ou pas, au bout du compte, c'est le Conseil qui trancherait, qui prendrait ses responsabilités et qui proposerait ses décisions aux États membres. Et à partir de là, il y aurait la nouveauté majeure, droit d'opposition de chaque État membre. C'est-à-dire que chaque État membre, décision par décision, pourrait décider soit d'appliquer la décision, soit de refuser de l'appliquer. Ce serait en quelque sorte la généralisation du compromis du Luxembourg que je vous exposais tout à l'heure. Alors bien sûr, pour terminer cela, mais je vous en ferai grâce, ce serait fastidieux, il faudrait faire des listes de compétences dont disposerait l'Union des Nations européennes, car il ne serait pas question, évidemment, que l'Union puisse s'immiscer dans tous les domaines. Un domaine comme la défense nationale, par exemple, à mes yeux, aux yeux de Marine Le Pen, ça doit rester l'apanage des États-nations. Mais pour d'autres types de compétences, on pourrait imaginer une mise en commun, alors soit une mise en commun assez poussée, soit une simple coopération. Exemple des mises en commun assez poussées qu'on pourrait imaginer, c'est celle qui concernerait la conservation des ressources biologiques de la mer, tout ce qui concerne la pêche, pour faire bref, parce que là, on a tout intérêt à se mettre d'accord pour préserver nos ressources naturelles, ou encore la protection de l'environnement, puisque la protection de l'environnement, par définition, ignore les frontières. Pour une coopération plus souple, on pourrait l'imaginer en matière de maîtrise de l'immigration, car on peut tout à fait s'entraider en matière de maîtrise de l'immigration tout en restant souverain, bien sûr, ou encore en matière de lutte contre le terrorisme, évidemment, où on a tout intérêt à partager nos informations pour limiter ces actes terroristes. Et hélas, nous en avons encore connu un hier. En conclusion, avec ce projet qui est donc à l'étude à l'heure actuelle, eh bien, nous aurions le cumul des avantages. D'une part, on respecterait les identités et les souverainetés nationales de chaque État, contrairement à ce que fait Macron. Et d'autre part, on instituerait une libre coopération entre États européens pour défendre et promouvoir la civilisation européenne qui a longtemps constitué la lumière du monde et qui a vocation à le redevenir. Je vous remercie.
devenu le laboratoire d'une France, d'une Europe soumise à l'invasion migratoire. Cette submersion migratoire, c'est la triste réalité pour décrire ce que vous appelez pudiquement la politique d'accueil des réfugiés. Vous clamez partout haut et fort votre indignation à l'idée que les populations s'opposent à accueillir les migrants, mais êtes-vous prêts, chacun d'entre vous, à vivre ce que subissent quotidiennement les habitants de Calais? Êtes-vous prêts à supporter ne serait-ce qu'un dixième du cauchemar de ces Français les plus humbles qui n'ont qu'un seul droit, celui de se taire? Si vous étiez agriculteur à Calais, seriez-vous prêt à voir votre récolte piétinée quotidiennement par les migrants? Si vous étiez propriétaire d'une petite maison à Calais, seriez-vous prêt à voir la valeur de votre bien chuter de 40% et vivre derrière des clôtures et des barbelés pour empêcher l'intrusion de migrants dans votre jardin? Si vous étiez commerçant à Calais, seriez-vous prêt à voir votre activité chuter de 50% et déposer le bilan? Si vous étiez routier à Calais, seriez-vous prêt à risquer chaque jour l'accident de la route à cause des projectiles et des cocktails Molotov lancés par les groupes de migrants? Je connais des centaines de Calaisiens qui aimeraient partager votre vie paisible, ne serait-ce qu'une journée. Je vous propose donc, en parfaite cohérence avec vos nobles idéaux et de soulager le fardeau de ceux qui n'en peuvent plus, êtes-vous prêts à vivre la vie au quotidien des Calaisiens? Merci. Et enfin, et pour terminer ces interventions, parce que je pense que vous avez peut-être un petit peu faim, je me demande si j'ai besoin encore de le présenter. Il est membre de la commission du développement régional. C'est la commission qui est chargée de contrôler les fonds européens, c'est-à-dire qui viennent de vos impôts. Il est également maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Merci Damien, merci chers amis. Je tiens d'abord à remercier mes collègues et amis eurodéputés, Dominique, Marie-Christine, Sylvie et Gilles, pour leurs brillantes interventions. Ils ont montré d'ailleurs à quel point nous avions un rôle important et actif dans ce Parlement européen et à quel point nous faisons tout pour maintenir, sauvegarder notre souveraineté nationale. J'insiste d'abord sur le terme de souveraineté nationale puisque l'excellent Jupiter, M. Macron, décide aujourd'hui de réitérer cette souveraineté nationale puisqu'il veut la remplacer par une souveraineté européenne. Mais il faudrait peut-être lui rappeler que la souveraineté appartient à un peuple, à un État, à un pays, à une nation. Ça voudrait d'ailleurs dire que dans sa tête, il voudrait supprimer les États-nations pour les remplacer par ce machin européen qui s'appellerait l'État européen. Eh bien, nous leur disons non à tous ces gens qui veulent remplacer notre belle France par une Europe qui serait uniformisée. Mais le pire, mesdames et messieurs, est à venir pour les années futures. Est-ce que vous voulez davantage d'immigration? Bon, ça me rassure, parce que ce qui se déroule actuellement n'est rien par rapport à ce que nous allons subir dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et je voudrais d'ailleurs, pour cela, faire référence à un ouvrage, c'est le livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, qui a été écrit en 1973. Tout est dans ce livre aujourd'hui. À l'époque, il disait qu'il fallait réunir les politiques, les médias et le clergé pour pouvoir nous faire imposer cette immigration massive. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas lorsqu'on voit que le pape en personne dit qu'il faut accueillir davantage de migrants. Les médias, tout au long de l'année, nous manipulent et font du bourrage de crâne pour nous imposer une nouvelle vague d'immigration et les migrants. Quant à la classe politique, évidemment, la gauche, n'en parlons pas, c'est elle qui veut favoriser cette immigration massive parce qu'elle veut trouver dans ces immigrés des nouveaux électeurs, sachant qu'elle a perdu la confiance du peuple, des classes ouvrières et des classes populaires. Donc il y a un changement de vote, la gauche est à la recherche d'une nouvelle clientèle électorale. Quant à ce qu'on peut définir encore comme la droite, eh bien, voilà, on les a tous vus au pouvoir, les Sarkozy et autres. Jamais ils ne mettront
leurs actes en conformité avec leurs paroles et leurs engagements. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres lorsque M. Sarkozy était au pouvoir. Par contre, ce qu'a oublié M. Raspail lorsqu'il a écrit son livre, c'était le poids important, influent de ces associations parasites, telles que SOS Racisme ou Le Cran, toutes ces associations gavées d'argent public, mais qui n'ont un seul but, c'est empêcher la liberté d'expression. Aujourd'hui, on ne peut plus critiquer la politique d'immigration. Vous êtes forcément des racistes. D'ailleurs, lorsque vous parlez de sécurité, vous êtes des fachos, et lorsque vous parlez d'ordre, vous êtes des nazis. Donc maintenant, c'est clair, en France, on ne peut plus parler de rien. À titre personnel, d'ailleurs, je suis poursuivi 8 ou 9 fois par ces associations parce que j'ai un discours politique qui ne correspond pas avec leur aspiration. Donc aujourd'hui, la société française est formatée pour accueillir une nouvelle vague d'immigration parce que tout est là, tout est compilé, tout est prêt pour ingurgiter encore des milliers, des millions, voire des dizaines de millions d'étrangers pour l'Europe. Alors, 2 solutions sont possibles. Soit on abandonne, on lâche prise, et ça sera la fin de la civilisation, de notre culture. La France ne sera plus la France. Notre pays ressemblera à ces zones de non-droit où la République est totalement effacée au profit d'une sous-culture désormais dominante dans certains quartiers, puisque la police, les pompiers ne peuvent plus entrer dans certains quartiers. D'ailleurs, quelque chose d'assez extraordinaire. Madame Marlène Schiappa, ministre, féministe convaincue. Madame la ministre s'est rendue, voici quelques jours, dans une cité très symbolique de ce que pourrait d'ailleurs devenir la France. Elle s'est rendue dans la ville de Trappes, qui n'est plus une ville française, parce qu'elle est gangrénée par l'islamisme. Eh bien, le préfet qui accompagnait la ministre a déconseillé, Madame la ministre, de faire une escale dans un bar, parce que le bar était tenu par des islamistes et qu'elle serait mal reçue. Eh bien, elle a abandonné, Madame Schiappa. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs que des juluberlus comme les Femen, plutôt que de venir provoquer les meetings du Front National, eh bien, elles viennent dans ces bars situés entre la gare du Nord et la gare de l'Est, peuplés d'hommes musulmans intégristes. Là, je vous assure qu'elles ne pourraient pas faire tout leur cinéma et elles verraient ce que c'est que vivre la réalité au quotidien. Donc voilà cette société qu'on vous propose. Soit on continue comme avant, on ne change rien, on va dans le mur. Soit on change radicalement de modèle et on reprend les rênes et on évite surtout cette submersion migratoire qui va arriver prochainement. Mais pour comprendre ce qui arrive, il faut comprendre ce qui s'est passé récemment. Les phénomènes des migrants ne sont pas tombés du ciel comme ça. C'est une des conséquences des guerres qui ont été menées par la France, malheureusement notamment, dans les années 2011-2012. Et à l'époque, M. Sarkozy a fait le rôle du suiviste, puisque avec Barack Obama et David Cameron, ils ont décidé d'intervenir militairement en Libye. Ils ont voulu chasser. Pourtant, M. Kadhafi était un ancien ami de Sarkozy, puisque, souvenez-vous, pour ceux qui sont de mon époque, eh bien, M. Kadhafi était invité avec sa tante en France, dans les jardins de l'Élysée. Bon, eh bien, ils ont décidé de le renverser en 2011. Mais qu'avons-nous maintenant, aujourd'hui, à la place? Nous avons le développement des islamistes dans tous ces pays arabes. Et ça n'a pas suffi, puisqu'ils ont décidé également d'intervenir en Syrie pour renverser de manière obscure le régime de Bachar el-Assad, puisque les gouvernements français, et certains autres d'ailleurs, essayent de favoriser la rébellion, ce n'est pas une opposition rebelle, non, ce sont des islamistes. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que
Là également, il y a une petite manipulation médiatique. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, M. Macron décide de faire la même chose, d'intervenir en Syrie, de bombarder la Syrie, d'ailleurs en totale contradiction avec le droit international. Mais là, évidemment, qu'on suit l'OTAN, on suit les Américains. Moi, ce qui m'inquiète avec la décision du président Macron, c'est de savoir ce qu'il veut au fond, ce que lui, il souhaite pour l'Europe. Ce qu'il souhaite pour l'Europe, c'est de créer ce qu'il a dit dans son discours il y a 15 jours au Parlement européen. Il souhaite imposer une défense commune. Fini les armées nationales, fini le drapeau bleu, blanc, rouge. Maintenant, si on suit sa logique, si tous les pays européens sont d'accord, et ça risque de se produire, il n'y aura plus d'armée nationale, il n'y aura qu'une armée européenne. À la botte de qui? Dirigée par qui? Pour quels intérêts? La richesse de la France, c'est, et surtout son honneur, ça a été parfois de dire non à ces interventions. Souvenez-vous de Jacques Chirac, pourtant ce n'est pas notre ami Jacques Chirac, mais il a eu le courage de dire non à cette guerre dans le passé. Eh bien aujourd'hui, nous n'aurions plus le pouvoir, comme le disait Gilles tout à l'heure, de décider si on mène une guerre ou si on veut la paix. Et pourtant, c'est ce qui se prépare pour les années à venir. Ils veulent nous imposer une défense commune, donc une armée européenne commune, sachant que nous n'avons pas la même diplomatie, les mêmes objectifs, les mêmes stratégies politiques et diplomatiques que d'autres pays européens, que l'Angleterre, l'Allemagne ou d'autres. Donc c'est une folie. Et cette folie a coûté très cher. L'intervention militaire a coûté très cher, que ce soit en Libye ou en Syrie. Ça a coûté entre 300 à 500 000 victimes en Syrie. Ça a coûté cher au niveau financier, puisque les interventions en Libye ont coûté entre 300 et 350 millions d'euros. Et surtout, ça a une conséquence, c'est le déplacement des populations, inédit jusqu'à présent. Alors oui, il faut arrêter de jouer les va-t-en-guerre partout dans le monde, ce n'est pas de notre niveau. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, un réfugié, c'est quelqu'un, c'est un individu qui fuit un conflit armé ou la persécution, et ne pas lui accorder l'asile le menacerait directement de mort. Ça, c'est la définition. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas parce qu'on est issu d'une zone de guerre que l'on est forcément un réfugié politique ou réfugié tout court. Mais là également, les médias ont bien fait leur boulot. Ils nous ont un peu pris à l'époque, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu cette propagande gigantesque avec le petit Elan, le petit qu'on a retrouvé sur une plage. Eh bien, tous les médias se sont focalisés pour essayer de nous entraîner derrière cette ferveur. Bien sûr, ces images sont tristes, sont déplorables. Bien sûr, tout le monde est affecté par ce côté. Mais ce n'est pas pour cette raison que demain, nous devons accueillir l'ensemble des réfugiés et également l'ensemble des clandestins. Parce que derrière ces réfugiés, il y a souvent des clandestins. D'ailleurs, les réfugiés politiques, ils sont minoritaires. Regardez un peu à Calais. Nous sommes allés voir à Calais. Eh bien, il n'y avait pas de réfugiés qui venaient de Syrie, ou très peu. La majorité, ils venaient des réfugiés présents dans les camps de Calais, eh bien, venaient de Somalie ou d'Éthiopie. Ça veut dire que l'asile a créé un nouvel appel d'air qui va être dévastateur pour la France, pour notre modèle, pour notre société française. Et ces chiffres d'immigration sont terrifiants. Parce qu'en 2017, il y a eu 100 000 demandes d'asile. 43 000 ont été acceptées. En 2016, l'année précédente, c'était 73 000 de demandes d'asile. Mais dans le même temps, la France accueille toujours, chaque année, entre 200 et 300 000 étrangers, chaque année. Mais à ce rythme-là, ce sont des villes entières comme Lyon ou Lille ou Rennes qui arrivent chaque année sur le territoire.
Et malheureusement, lorsqu'une personne est invitée à repartir parce que ce n'est pas un véritable réfugié, eh bien dans 96% des cas, les personnes restent en France et ne sont pas raccompagnées au pays. Donc ce que nous subissons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que nous allons connaître demain. Mais je voudrais dénoncer ce qui s'est passé au Parlement européen, avec la fameuse politique d'accueil des migrants. Ce n'est pas une politique volontariste, c'est un ordre qui a émané de M. Juncker. M. Juncker, c'était auparavant le leader du PPE, le groupe de droite en quelque sorte. C'est le Parti populaire européen qui regroupe l'ensemble des mouvements tels que les Républicains en France. Eh bien, M. Juncker, qui est le chef de file, l'ancien chef de file de la droite européenne, c'est lui qui a proposé ce mécanisme de relocalisation des migrants partout en Europe, avec l'instauration de quotas pour les pays européens. Donc, il faut que les masques tombent. Aujourd'hui, lorsqu'on entend des gens comme Wauquiez ou tous les leaders de droite classiques des Républicains dire qu'il faut limiter l'immigration, ils chassent sur nos terres parce qu'ils veulent essayer de récupérer des électeurs. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, lorsqu'ils sont au Parlement européen ou lorsqu'ils sont même à l'Assemblée nationale, eh bien, ils font la même politique que les socialistes. C'est d'ailleurs M. Juncker qui a imposé ce plan d'accueil des migrants en Europe. Eh bien, savez-vous ce qui se passe lorsqu'un pays n'est pas content? Eh bien, on le met à l'amende. C'est le cas notamment de la stigmatisation des pays de l'Europe de l'Est, parce que quand même, ils ont des dirigeants qui sont autres que ce qu'on a en France, en Allemagne ou ailleurs. D'ailleurs, je précise que Mme Merkel, elle a voulu se faire, c'était la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, à vouloir accueillir des migrants, des centaines de milliers de migrants. Eh bien, elle en est revenue de ces migrants, Mme Merkel. Mais voilà, elle a peut-être été bercée par ses illusions humanistes, mais en tout cas, la réalité l'a rattrapée au vol et elle a complètement changé d'avis. Mais il est trop tard. Maintenant que les migrants sont sur le territoire allemand, ils peuvent évidemment, grâce, disent certains, mais à cause de la libre circulation en Europe et à cause de Schengen, eh bien, les migrants peuvent passer de pays en pays. Et devinez dans quel pays ces migrants vont-ils venir? Ils n'iront pas, je pense, en Roumanie, en Bulgarie ou demain en Albanie, comme vous l'avez dit, Madame Bild. Non, c'est plutôt dans ces pays occidentaux, c'est plutôt vers la France que les migrants vont venir demain. C'est plutôt chez nous, alors peut-être pas en Angleterre, puisqu'ils ont décidé de sortir de l'Union européenne, mais c'est plutôt chez nous, en Espagne ou dans les pays nordiques. Eh bien, les pays du Visegrad ont tenté de résister à ces politiques migratoires imposées par l'Union européenne. Les pays de Visegrad, c'est la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie. D'ailleurs, ils ont déposé des recours pour ne pas accepter ce plan de relocalisation. Des recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Eh bien, savez-vous ce qu'a décidé la Cour de justice de l'Union européenne? Elle a décidé de favoriser le droit européen, donc elle leur a imposé l'accueil des migrants. Et si ces pays maintiennent leur refus d'accueillir des migrants, on va les taper au porte-monnaie. Ce sera des centaines de millions d'euros qu'ils auront à verser pour non-respect d'accueil des migrants, pour non-respect des directives voulues par Bruxelles. Mais tout aujourd'hui, tout tourne autour de ça, les fameux migrants. Moi, je suis très inquiet. Il y a eu, je crois, il y a un mois, au mois de mars, 2 mois, 3 mois, un rapport de l'ONU et de la Banque mondiale qui a dit clairement qu'en raison, non pas des guerres, non pas des conflits en Syrie, mais en raison du réchauffement climatique, il allait y avoir, d'ici 2050,
Donc ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce n'est pas encore quelque chose pour faire peur parce que ça viendrait du Front National. C'est un rapport public de l'ONU. D'ici 2050, il y aura un déplacement de 143 millions de personnes qui vivent en Afrique actuellement. Voilà, 143 millions de personnes qui vont demain, eh bien, regagner l'Amérique du Sud, l'Asie, mais surtout l'Europe. Donc il faut être prêt à les accueillir. Voilà le danger qui nous menace aujourd'hui, demain et après-demain. Mais plutôt que de lutter contre cette immigration, par des politiques d'ailleurs qui voudraient maintenir les populations chez elles, on pourrait en reparler d'ailleurs, eh bien, le Parlement fait totalement l'inverse. C'est ainsi que lorsqu'il y a des fonds européens, le FEDER, le FSE, donc ce sont des fonds pour développer les régions ou bien pour venir en aide en matière d'emploi social, ou même les fonds destinés à la PAC et aux fonds agricoles, eh bien maintenant il y a une règle, c'est que pour chacun de ces fonds, il y a l'obligation de réserver des critères, des montants pour l'accueil et favoriser l'insertion des migrants. C'est une obligation. Et donc dans chaque projet, il y a un volet destiné à l'obligation d'accueillir les migrants. Mais on ne pense pas d'ailleurs, lorsque pour le programme agricole, c'est hallucinant, on a un paysan qui meurt tous les 2 jours, qui se suicide tous les 2 jours. On a bon nombre d'agriculteurs qui vivent avec 350 € par mois. Et maintenant, l'obsession des Eurogaga, des Eurobéa, de tous ces gens qui sont déconnectés, ce n'est pas de venir en aide à nos paysans français, c'est de faire en sorte que les migrants puissent être insérés dans les fonds européens et puissent bénéficier des fonds européens pour se former à l'agriculture. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc nous avons été le seul groupe au Parlement européen à déposer des résolutions afin de bloquer ce processus. Eh bien, là encore, on a pu compter les courageux. On a pu compter ceux qui étaient nationaux, patriotes, et puis les autres, les mondialistes. Eh bien, c'est clair, on a eu, je crois, sur cette résolution, quelque chose comme une centaine de voix sur 750 députés. Voilà, toujours le même rapport de force. Et les PPE, les Républicains, évidemment, ils ont tout voté. C'est d'ailleurs eux qui ont voté. Ils ont voté ce plan de M. Juncker, à l'exception quand même de 5 d'entre eux qui se sont courageusement abstenus, comme Mme Mourano, vous savez, celle qui vient sur scène, qui l'ouvre toujours dans les médias, qui veut être encore plus dure que Marine Le Pen, mais lorsqu'elle est au Parlement, Mme Mourano eh bien, ressemble plutôt à une députée de la France insoumise. Toujours est-il que parmi les directives de l'Union européenne, eh bien, il y a ces accueils de migrants. Et c'est pour cette raison que chaque année, eh bien, des places supplémentaires sont créées dans les CAO. Alors les CAO, ce n'est pas à confondre avec les CIO que l'on ferme en France, les centres d'information et d'orientation. Non, les CAO, ce sont les centres d'accueil et d'orientation, mais pour les migrants. Également les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Bien, chaque année, nous sommes obligés, la France est sommée d'accueillir davantage de migrants et donc de créer des places supplémentaires. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel est le candidat à la présidentielle qui avait dit, vous verrez, avant l'hiver suivant mon élection, il n'y aura plus un SDF qui dormira sous les ponts. C'est Jupiter. C'est Jupiter. Il l'avait dit. Il avait promis, lui aussi, la liste est longue, remarquez, il avait promis d'éradiquer
le phénomène des sans-domicile fixe parce qu'ils voulaient créer des places, etc. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien pour 2018, le gouvernement de Jupiter a annoncé la création de 7 500 places supplémentaires dans les CADA, auxquelles s'ajoutent les 40 000 places déjà existantes, plus 6 000 places en accueil temporaire du service de l'asile, plus 15 000 places pour l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Donc voyez-vous où sont les priorités de M. Macron. Quant aux prestations sociales, là aussi il faut rétablir quelques vérités. Moi je pense surtout aux personnes âgées à qui bien sûr on a imposé la CSG, tout le reste, qui vivent maintenant en tant que maire. J'enlève ma casquette de député européen, je prends celle de maire un instant. Nous sommes confrontés en permanence avec des personnes qui ont bossé toute leur vie, dans des métiers pénibles, qui viennent nous voir parce qu'elles n'ont que 600 € de retraite. Elles doivent d'ailleurs se diriger vers ce fonds qui permet d'avoir un minimum vieillesse. Donc elles vivront avec 800 € par mois, ces personnes qui ont cotisé toute leur vie. Et dans le même temps, eh bien, on accorde 344 € d'allocation temporaire d'attente pour les demandeurs d'asile dans l'attente de leur jugement. Dans le même temps, l'AME, l'aide médicale d'État, coûte aux contribuables français entre 1, voire maintenant 1,5 ou 2 milliards d'euros par an, alors que beaucoup de nos seniors n'ont plus les moyens de se soigner correctement. La scolarisation des enfants, évidemment, c'est gratuit. Mais tout cela a des coûts. Tout cela a des coûts indirects d'ailleurs. L'accueil de nouveaux immigrés, l'accueil de migrants. On le voit d'ailleurs dans des régions comme Calais. Madame Bouchard disait il y a quelque temps que c'était une richesse culturelle que d'accueillir tous ces migrants. Elle aussi en est revenue de tout cela, de ces discours angélistes, bon enfant, de cette vision bisounours des choses. La réalité est tout autre, c'est qu'il y a une insécurité terrible dans le Calaisis. Et vous regardez, chaque mois, chaque quinzaine, il y a des faits d'actualité qui montrent que des migrants, je dis bien des, parce que je ne veux pas être poursuivi pour incitation à la haine raciale, mais des migrants s'en prennent à des chauffeurs de poids lourds. Dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a une chute du marché de l'immobilier, que des commerces ferment parce que peu de gens veulent encore faire leurs courses dans le Calaisis. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'avec d'autres élus, nous avons décidé de lancer, il y a maintenant 1 an, quelque chose qui a fait polémique. D'ailleurs, on a reçu ici à Hénin-Beaumont toutes les chaînes de France et de Navarre, parce que nous avions à l'époque choisi de créer Ma ville sans migrants. Voilà, pour montrer notre refus d'accueillir de nouvelles populations. Je vais vous dire ceci, la France a été très généreuse pendant de nombreuses années. La France a su justement assimiler toutes les populations qui sont arrivées dans les années 20, années 30, années 50, années 60, années 80. Ça se passe bien, ça s'est bien passé. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle maintenant une intégration républicaine, mais surtout parce qu'il y avait cette obligation de s'adapter à nos mœurs, à nos coutumes, à notre mode de vie. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ceux qui veulent arriver, ceux qui demain arriveront, ceux qui sont à la porte, qui frappent à la porte, ils veulent venir avec leurs traditions, avec leurs coutumes, qui parfois sont incompatibles avec les nôtres. Et c'est pour ça que ça peut mal se passer parfois. Donc, il y a eu un débat l'année dernière qui voulait, au Parlement européen, qui voulait réformer tout cela, réformer le droit d'asile, la réforme de Dublin, du règlement de Dublin. Eh bien, ça ira encore dans le mauvais sens, parce qu'on continuera encore cette politique, ce déferlement migratoire.
Maintenant, la différence, c'est qu'un migrant, lorsqu'il arrive sur le sol de l'Europe, lorsqu'il arrive dans un des États membres de l'Union européenne, eh bien, ce migrant, il aura le droit, parce que c'est ce qu'a voulu faire passer la réforme de Dublin, il aura le droit de choisir le pays où il souhaite aller. Aujourd'hui, c'est lui qui choisira le pays qui l'accueillera. Voilà un peu la grande nouveauté et la réforme du règlement de Dublin. Il y a un autre sujet qui m'interpelle en matière d'immigration, qui là est plus ancien. C'est cette fameuse directive sur le travail détaché. Eh bien, depuis 1996, il y a la possibilité pour les pays d'Europe de, par exemple, une entreprise souhaite rénover un bâtiment, eh bien, l'entreprise a le droit de faire appel à de la main-d'œuvre des pays de l'Est. Mais le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est généralisé dans des pans entiers de l'économie française, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans le transport routier. Aujourd'hui, on assiste à un véritable déferlement dans ces domaines-là. Le petit souci aussi, quand même, ce qui nous pose problème sur le fond, c'est que les charges sociales que payent les entreprises pour les employés, eh bien, reviennent au pays d'origine de la personne et non pas au pays où l'ouvrier exerce sa mission. C'est-à-dire que lorsqu'un Bulgare ou lorsqu'un Roumain vient travailler dans le cadre du travail détaché en France, eh bien, ses cotisations sociales sont celles du pays d'origine. Donc, il y a une concurrence ultra déloyale, puisque en France, évidemment, vous connaissez tous le niveau de taxation, et ce n'est pas fait pour arrêter. Et par contre, eh bien, nous sommes en concurrence directe avec des pays comme la Roumanie. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner très important pour les caisses de l'État, notamment pour la protection sociale. Alors, M. Macron avait décidé l'année dernière de réformer tout cela, parce qu'il voulait réformer l'Europe, parce qu'il voulait vraiment que l'Europe soit plus convaincante pour les compatriotes. Et donc, finalement, on a eu ce gros bazar médiatique qui a finalement accouché d'une souris. C'est la montagne qui a accouché d'une souris, puisque rien sur le fond ne changera, puisque les entreprises continueront de payer les charges sociales du pays d'origine. La durée du détachement sera désormais fixée à 12 mois, avec 6 mois supplémentaires renouvelables, alors qu'en moyenne, il faut quand même le savoir, la mission dure entre 1 à 2 mois seulement. Mais cette réforme, c'est une réforme en trompe-l'œil, puisque M. Macron et l'Assemblée européenne ont décidé de faire la politique de l'autruche quant au transport routier. Le transport routier a été exclu de la révision de la directive des travailleurs détachés. Voilà, donc sur ces sujets, nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus pour lutter contre ce qui nous apparaît comme étant un dumping social intracommunautaire. D'autres ont essayé en se cassant les dents. C'était le cas notamment par opportunisme. C'était le cas de M. Wauquiez dans sa région. Il avait voulu créer la clause Molière. Tout le monde en a entendu parler. Mais il s'est vite fait ratatiner par le tribunal administratif de Lyon, qui lui a dit que la clause Molière était contre le droit européen. Et donc, ça veut dire une chose, c'est que le droit européen, aujourd'hui, est supérieur au droit français. Et qu'aujourd'hui, une entreprise, une collectivité, une région souhaite favoriser les entreprises locales, eh bien, cette collectivité peut demain être poursuivie. Demain, en tant que maire, si je choisis de rénover cette salle, si je demande dans mon cahier des charges que l'on prenne des entreprises régionales ou nationales, si j'inscris ça dans mon cahier des charges, eh bien non seulement l'appel d'offres ne pourra pas être lancé, mais je pourrai être poursuivi. Parce que ce qu'ils veulent, c'est des marchés publics européens, et ce qui favorise le dumping social, et donc ce qui favorise la perte d'emplois. Beaucoup d'entreprises du bâtiment ont fermé à cause de cette concurrence
déloyale qui a été voulue par l'Union européenne. Donc plutôt d'essayer de trouver des contournements comme M. Wauquiez, il faut dire clairement qu'il faut abolir cette stupidité qu'est la directive sur le travail détaché. Voilà un peu nos missions, parce que quand même, il y a eu en France 355 000 travailleurs détachés pour l'année 2016, plus 25% par rapport à l'année précédente. Donc tout cela s'apprécie en termes d'emploi également. Et pour terminer, évidemment que l'immigration, c'est un danger. L'immigration clandestine est un danger parce que parmi les filières, dans les filières d'immigration clandestine, eh bien, souvent, on retrouve des islamistes. Alors, je ne dis pas que les migrants sont des islamistes. Je dis ça pour que, éventuellement, si des gens observent le discours et veulent porter plainte, eh bien, puissent quand même savoir quels propos j'aurais tenus de manière correcte. Je dis simplement que beaucoup de djihadistes profitent de ces corridors migratoires pour s'infiltrer parmi les migrants afin de venir en France et en Europe pour y poser des bombes et y faire des attentats chaque jour. Et nous l'avons vu d'ailleurs encore hier. Hier soir, la France a encore été victime d'une attaque terroriste. C'est un Tchétchène. C'est un Tchétchène qui est venu en France sans problème. Un Tchétchène fiché S d'ailleurs. Donc cette personne qui a assassiné un de nos compatriotes, qui en a blessé 4 autres, c'est un Tchétchène qui est en France, qui vit en France sereinement et qui était fiché S, dont tout le monde se fichait d'ailleurs, puisque aujourd'hui tout le monde est fiché, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir ce fichage automatique si c'est pour rien en faire? Donc voilà un peu le triste bilan de la politique migratoire qui est menée. Je vous ai dit ce que nous allions subir dans les années à venir, mais je forme l'espoir du réveil des peuples européens. Partout, heureusement, partout en Europe, les peuples européens prennent conscience du danger qui les menace. Et ça, c'est ce qui irrite évidemment les médias qui vont y aller encore plus dans leur propagande d'ici les élections européennes. Et c'est ce qui irrite et c'est ce qui fait que M. Macron se mobilise aujourd'hui sur l'Europe, parce qu'il sait derrière qu'il y a un ras-le-bol généralisé en Europe. Ils savent que le peuple britannique a réussi à faire passer le Brexit. Ils savent qu'en Allemagne, il y a la percée de l'AfD, un mouvement similaire au Front National, qui est en train de monter, et qui demain sera peut-être le 2e parti politique en Allemagne. Ils savent la colère du peuple hongrois qui a fait confiance à Orbán qui est d'accord avec nous sur toutes les propositions. Ils savent que le peuple polonais est en accord avec nos idées, qu'il veut plus de souveraineté nationale. Ils savent aussi cette victoire, parce qu'ils en ont eu connaissance il y a quelques mois, de cette victoire en Autriche, des patriotes, des nationaux, de ce que les médias appellent des populistes. Mais ils savent que ces gens-là ont gagné en Autriche et ont réussi à faire une coalition avec l'OVP. Et ils savent surtout qu'il y a eu cette victoire éclatante, voici maintenant 2 mois, de notre partenaire Salvini et de la Lega, et qui ont fait un score brillant de 18% lors des élections législatives, et qui peut-être aujourd'hui annoncera le futur gouvernement entre les 5 étoiles et la Lega. Alors oui, ils le savent tout ça, nos ennemis. Ils savent que il y a un raz-de-marée en France, sans oublier les 11 millions d'électeurs qui ont fait confiance à Marine en mai dernier. Donc ils sont au courant de tout cela. Ils sont au courant qu'il y a une révolte populaire et qu'il y a une colère des peuples. Et c'est pour cette raison qu'ils sont hystériques. Mais c'est pour cette raison que nous allons combattre, nous allons continuer, nous allons claironner partout, haut et fort. Oui, nous sommes des Européens. Nous ne sommes pas des anti-européens. Les peuples européens ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères par leur culture, par leur tradition. Nous sommes justement, nous,
porteurs de paix et de messages d'espoir en Europe, sachant que eux, si on continue comme ça, ils vont réussir à monter les peuples européens les uns contre les autres. Donc nous sommes, nous, pour une véritable Europe de la paix. Nous sommes également pour une Europe qui coopère, une Europe des pays qui coopèrent entre eux sur ce continent européen. Nous sommes surtout pour le respect des nations et des peuples. Nous sommes pour la diversité et non pas pour l'uniformité. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous serons demain, voilà quelle Europe nous voulons proposer l'année prochaine à nos compatriotes. Vive la France, vive les nations européennes! Merci Steve Briouat. Merci à tous. Je pense qu'on peut à nouveau applaudir tous les députés qui sont venus ici s'exprimer. Bravo. Vous avez pu remarquer comme quoi nos députés sont investis, courageux, déterminés pour vous défendre. Ils le continueront jusqu'à l'année prochaine et encore des années avec de nouveaux députés. On espère encore plus qu'ils seront élus aux élections européennes de l'année prochaine. Maintenant, je pense que vous avez tous un petit peu faim. Donc, l'apéritif sera servi. Merci.